Les gourous du freelancing dans la tech en général ont tendance à vouloir simplifier le freelancing un peu à l'excès pour plusieurs raisons. La première, c'est ils ont un truc à vous vendre. La deuxième, c'est ils n'ont eux-mêmes connu qu'une seule façon de vendre leur service. Alors c'est pas un problème, j'ai rien à redire par rapport à tout ça. Le seul problème, c'est que quand on veut se lancer en tant que débutant, en comprenant dans quoi on met les pieds, c'est très compliqué. Moi, quand je me suis lancé en 2019, par exemple, c'était extrêmement flou. Je savais pas si je fallait que je vende des sites web à des entreprises de petite taille, que j'allais voir des grands comptes avec un CV optimisé. C'était un peu le bordel. Donc cette vidéo que je vais vous faire là, c'est celle que j'aurais adoré voir à l'époque et qui m'aurait fait gagner un temps fou du coup en choisissant l'approche qui est la plus cohérente par rapport à la fois mes objectifs et mes contraintes de l'époque. Et c'est jamais les mêmes pour tout le monde et ça peut changer avec le temps. Donc c'est très important de comprendre tout ça. D'ailleurs, tant qu'on y est, petit disclaimer, moi aussi j'ai un truc à vendre, il n'y a aucun problème par rapport à ça, je m'en cache pas. Sauf que pour que ce que je vende ait un sens, il faut que vous soyez justement éduqué à tout ça. Il faut que vous soyez vraiment déjà informé sur le freelancing et comment ça fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait autant de vidéos avec autant de valeur, c'est parce que je veux que vous soyez déjà en mesure de vous lancer, de comprendre aussi à quel point j'ai de l'expérience sur le sujet, hein, c'est aussi là pour ça. Mais le but, c'est pas de vous cacher des choses, c'est pas que vous rendez les choses trop complexes ou trop simples par rapport à la réalité, c'est de vous montrer justement la réalité. Comme ça, il n'y a pas de fausses attentes, il n'y a pas de surprise, vous comprenez dans quoi vous vous lancez, et si vous voulez passer au next step, vous savez que je suis là pour vous aider à vous accompagner si vous voulez vous faire accompagner. Mais en tant que tel, les vidéos devraient déjà suffire pour beaucoup de gens à passer à l'action. En tout cas, c'est le but. Du coup, vous le voyez à l'écran, on va voir les deux grandes approches. La fameuse approche type salariat déguisé et l'approche full remote à Bali. Donc j'ai été taquin dans les noms exprès, vous allez voir pourquoi. Le but, c'est que vous voyez quels sont les avantages et inconvénients des deux approches, pour qui c'est idéal, les process, on va dire, généraux associés à ces approches-là, parce qu'ils sont un peu différents, même s'il y a une trame commune. Et après, comment faire son choix, en fait, en fonction de sa situation. Le but, c'est vraiment de comprendre à qui est adaptée telle approche, et aussi de démêler un peu le vrai du faux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être un peu extrêmes, qui vont pas vous dire toute la réalité pour vous aiguiller vers une ou l'autre des approches. Bon, pour commencer, on va voir le salariat déguisé. Alors, j'ai mis ce nom pour être un peu taquin, parce que c'est le nom qui est utilisé par tous ceux qui veulent un peu décrédibiliser ceux qui font ça, comme quoi c'est encore des salariés dans leur tête, c'est pas stylé, c'est pas du tout honorable comme approche du freelancing. Et pour ceux qui vont dans l'extrême, ils vont même dire que c'est illégal, parce que salariat déguisé, il faut savoir que ça vient d'une, on va dire, d'une pratique illégale. Pour vous rassurer, ceux qui sont en freelance et qui sont en mode salariat déguisé, entre guillemets, il n'y a pas de souci, hein. Il y a eu un gros shitstorm à une époque sur Twitter quand j'en ai parlé, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je suis là pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucun souci à faire du freelancing comme ça. Et c'est même d'ailleurs souvent adapté à beaucoup de gens. D'ailleurs, beaucoup de gens vont s'en dans l'approche full remote à Bali, alors qu'en réalité, ce qu'il leur faut, c'est une approche comme celle-ci, salariat déguisé. Le vrai nom de tout ça, si on veut parler en termes techniques, c'est en gros faire des missions en régie, long terme, pour des grands comptes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la régie, je vais faire très simple. La régie, c'est en gros faire des missions où vous êtes payé par rapport au temps passé sur la mission et pas par rapport à un livrable ou à un prix défini à l'avance. Vous définissez uniquement votre taux journalier moyen, qui est le prix auquel vous allez facturer vos journées. Et à la fin du mois, vous envoyez une facture avec 15, 18, 20 jours. 20 jours à votre TGM, ce qui fait du coup des gros TGM. Du coup, on y vient. Quels avantages? Avantage, c'est que cette approche-là, vous allez avoir des grands comptes sur des missions long terme, c'est que c'est du long terme. Donc les missions vont vous apporter du cash pendant longtemps, ce qui fait que vous allez avoir des revenus stables. Et ça, c'est le gros avantage de la régie. C'est pas un avantage qui est exclusif à la régie, vous pouvez très bien avoir des revenus stables sans faire ça, mais là, on va dire que c'est quasiment automatique, quoi. Vous avez quasiment des revenus stables en faisant ce genre de mission en régie grand compte. Comme c'est des missions qui sont souvent full-time, vous êtes staffé du coup 5 jours sur 5 pendant la semaine, quoi, à part si vous prenez des congés, c'est pareil. Ça rend non seulement les revenus stables, mais en plus, les revenus sont élevés. Donc si vous travaillez un mois complet, ça fait 20 jours à 400 euros par jour, ce qui est un chiffre qu'on sort à peu près pour ceux qui sont à peu près juniors, allez, 2 et 3 ans d'expérience. On peut peut-être aller taper du 400 euros par jour, un peu moins, ça dépend du marché. Ça fait déjà 8 000 euros par mois de chiffre d'affaires hors taxe. Pour beaucoup, c'est déjà largement suffisant. Donc, avantage financier énorme, énorme. Autre avantage énorme, et surtout ce qui va plaire aux débutants, c'est l'écosystème de ESN. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une ESN, désolé pour ceux qui connaissent, mais ESN c'est en gros un intermédiaire, c'est une entreprise du service du numérique, donc ESN, leur travail c'est quoi? C'est mettre en relation des grands comptes qui vont chercher des employés ou des gens à staffer pour leurs projets, que ce soit court terme ou long terme, c'est très souvent long terme, et mettre en relation ça avec soit des gens en salariés qui vont être salariés de l'ESN, qui seront du coup des prestataires externes, ou des freelances. D'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de ESN, quasiment la majorité, qui se sont mis à jour et qui bossent avec des freelances. Ce qui fait que en tant que freelance,
il y a un écosystème qui est déjà existant, il y a beaucoup de process qui sont existants pour aller trouver des missions. Donc ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Je vais mettre le mot process pour garder ça en tête. Le but, c'est que vous disiez, moi, je vais suivre les process et comme ça, j'ai pas trop à réfléchir sur la façon dont je me vends et le marketing, etc. Mais on va le voir, c'est aussi lié à un gros point négatif de cette approche-là. Donc les points négatifs, c'est quoi? Un gros point négatif, ça va être la concurrence. Ce marché, il est très très lié au marché réel du CDI. Quand vous êtes ingénieur dans la tech ou peu importe, vous avez un master, vous voulez travailler en tant que développeur, DevOps, peu importe, bah, ce marché il est énorme, hein, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui font ce genre de métier-là, surtout en France. On a un pays où il y a beaucoup de gens qui sont cadres, donc il y a beaucoup de concurrence, même en freelance. Ce qui fait que pour réussir là-dedans bien, il faut avoir non seulement un bon positionnement, et encore plus aujourd'hui, être bon en entretien. Donc ça, c'est on va dire, les gros points de focus qu'il faudrait avoir quand on veut se lancer là-dedans, qui sont, c'est pas insurmontable, hein, mais il faut être conscient qu'il y a ce problème-là, quoi. C'est pas juste on arrive, on dit bonjour à une SN, on a une mission. Si on vous fait croire ça, c'est pas le cas du tout. Ok. Et l'autre gros problème, selon moi, c'est les contraintes des grands comptes. Alors l'avantage des grands comptes, comme on l'a vu, c'est que les missions sont long terme, full time. Il y a un écosystème qui va avec, des process qui sont bien carrés. On a juste un peu à se laisser porter par la vague et faire les choses bien, et on peut avoir une mission. Mais le problème, c'est que bah, il y a aussi des process qui vont peut-être vous desservir, comme le fait qu'il n'y a pas beaucoup de liberté. Vous avez des horaires de bureau, vous n'avez pas forcément le full remote qui est automatique. Il n'est pas impossible, mais il n'est pas automatique. Et le recrutement, c'est le gros souci pour beaucoup dans la tech. Il peut paraître arbitraire, dans le sens où si vous n'avez pas les critères qu'ont les ingénieurs d'affaires, qui sont les recruteurs en gros de SN ou les clients finaux, bah, vous ne passez pas le premier filtre. Ça va être quoi? Ça va être par exemple, est-ce que vous avez un bac plus 5? Est-ce que vous avez déjà bossé avant? Est-ce que vous avez déjà telle certification? Des choses qui sont assez contraignantes et qui vont être compliquées à surmonter quand on n'est pas habitué à ça. C'est pas insurmontable par contre, ça je veux le préciser. Il y a beaucoup de gens avec qui je travaille sur ces types de missions-là qui ont des profils, personne n'aurait parié 1 euro sur eux, et ils ont des missions. J'ai dit des missions, pas une mission. Parce que quand on fait les choses bien, on peut toujours trouver une solution. Mais en général, je ne vous recommanderais pas de miser là-dessus, quoi. Il faut être conscient que ça va être un problème. Et si vous n'avez pas les critères, entre guillemets, arbitraires que pourraient avoir ces clients-là, ça va être compliqué. Ça va être une de vos grosses contraintes. Et c'est le gros inconvénient de cette approche-là. Donc ça, en gros, pour qui c'est fait, cette approche-là? L'approche salariat déguisée. C'est fait pour plusieurs types de profils. Ou ça peut être, c'est pas forcément exclusif, hein, mais en général, c'est ce type de profil-là. Ça va être pour ceux qui veulent être rémunérés à leur juste valeur, qui sont peut-être déjà en CDI, qui ont déjà un travail chez un grand compte, peut-être même avec une ESN, et qui se disent, OK, là je vais être trash, mais je vais vous dire les mots que j'entends, et c'est la réalité, il ne faut pas le nier. Il va se dire, OK, j'ai des collègues, c'est des branleurs, j'ai des managers, c'est des branleurs, ils sont payés plus que moi je sais que je fais un bon travail, je sais que j'ai de l'impact, et je me sens pas payé à ma juste valeur. Ça peut être payé, ça peut être aussi juste de la reconnaissance en termes de parole, mais il y a un problème on va dire de reconnaissance, quoi. Ces gens-là, qui ont déjà un travail dans ce milieu-là et qui ont déjà l'expérience pour ça, pour moi, c'est déjà un bon point et c'est un mode qui leur conviendrait bien. Parce que là, du coup, ils feraient le même travail dans lequel ils sont très bons, mais ils seraient payés 2 à 3 fois plus. Donc ça peut être sympa, quoi. L'autre type de profil, c'est pour ceux qui veulent minimiser les risques. Pour plein de contraintes, ça peut être des contraintes perso comme avoir un prêt immobilier, avoir des enfants à charge, plein de choses de la vie qui font qu'on ne peut pas prendre non plus trop de risques. Là, pour moi, c'est idéal parce que, encore une fois, on y revient. Mission long terme, full time, écosystème, ça fait qu'on peut trouver des missions relativement facilement quand on a les bons process. C'est des missions qui sont assez longues, donc ça sécurise les choses. C'est pas non plus exclusif à ce type de mission d'avoir du full time et du long terme, mais au moins là, vous êtes à peu près sécurisé là-dessus. Donc pour moi, ces gens-là, je les redirige en général vers cette approche-là, quoi. Il y a aussi ceux qui ne sont pas forcément là pour faire du voyage aux quatre coins du monde en mode digital nomade, ils s'en foutent. Ils sont aussi OK avec de l'hybride et ils veulent être freelance, évidemment. C'est des gens qui veulent tous faire de l'argent et être freelance. Là aussi, pour moi, j'ai envie de leur dire, enfin, ça sert à rien de vous casser la tête. Faites des missions comme ça et ça sera très bien pour vous. Et dernier profil, c'est ceux qui ont déjà de l'expérience à faire valoir et qui ont ce gros levier-là qui fait qu'on peut passer facilement ce filtre des recrutements arbitraires. Ça, pour moi, c'est un gros levier. Ça fait que le démarrage va être très simple. Pour moi, c'est à minima au début l'approche qu'il faut privilégier. Si vous avez déjà de l'expérience en CDI, vous avez bossé, je sais pas, 3 ans ou plus, ou 4 ans ou plus en CDI, chez des grands comptes ou quoi, pour moi, ce serait bête de ne pas signer au moins une petite mission, faire rentrer du cash et après peut-être s'amuser à faire autre chose. Mais pour ces profils-là, pour moi, c'est assez idéal, quoi. Assez idéal. Quoi qu'on en dise, quoi que vous alliez voir, et on va essayer de vous déstabiliser. Ouais, t'es un salarié déguisé, t'es encore une merde, etc. Ne les écoutez pas, réfléchissez plutôt à qu'est-ce qu'ils vendent et pourquoi ils ont ce discours-là, plutôt que est-ce que vous mettez votre vie en question, quoi. Voilà. Le process général pour ça.
Je sais pas si on le voit maintenant ou plutôt après, bon, on va voir maintenant. Le process général, il ressemblera à quoi? En gros, vous allez avoir 5 grandes étapes pour arriver à faire ça. N'ayez pas peur, je vais aller vite, mais si vous voulez voir chaque sujet, j'ai fait des vidéos là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai fait une vidéo d'1 heure où je parle de tout, comment, toute l'approche complète. Mais là, je vais vous faire une vue grossière. Donc, 5 étapes, avec à chaque fois des boucles de feedback pour à chaque fois s'améliorer et rester sur le droit chemin. Bon, ça, on s'en fout, c'est pas vraiment l'objet de la vidéo, mais ayez une approche qui soit un peu analytique, un peu data-driven, pour que vous sachiez que quand vous avancez vers quelque chose, vous puissiez prendre du feedback et vous améliorer et savoir quand ce que vous faites, c'est bien ou pas, quoi. En bref, première étape, analyse de marché. Ça va être de comprendre en gros qu'est-ce que les clients recherchent réellement, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus, qu'est-ce que vos concurrents savent faire, qu'est-ce qu'ils ne savent pas faire, quels sont les prix du marché, toutes ces choses-là qui est très rarement faites sérieusement et qui vous servira ensuite à faire, entre autres choses, votre CV. Pas que, mais il y a surtout votre CV. Le CV qui va du coup prendre en compte tous ces éléments du marché et qui va être optimisé pour avoir un maximum d'entretiens avec les ESN. Donc on y revient, c'est ceux qui sont un peu l'intermédiaire avec les clients et avec qui vous allez beaucoup échanger pour avoir vos missions. Donc le pilier numéro 3, ça va être la prospection d'ESN. En réalité, je le précise rapidement, mais vous pouvez très bien faire cette approche-là en direct, hein. Vous pouvez très bien aller voir des clients en direct, les prospecter et signer des missions long terme. Par contre, il faut en être conscient, c'est pas le même travail du tout. Parce que le travail que fait les ESN, même si beaucoup veulent le dénigrer, très peu sont en mesure de le faire. Ok, vous allez voir beaucoup de gens aussi être en mode les ESN c'est vraiment le diable, etc. Les commerciaux, c'est des requins, etc. Que ça soit vrai ou pas, on s'en fout. Leur travail, vous n'êtes pas capable de le faire. Donc quand vous serez capable de le faire, vous pourrez critiquer. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, jouez avec les règles du jeu, donnez-leur une commission, ils font le travail à votre place. Mais vous pouvez très bien faire à leur place de travail. Vous pouvez très bien faire de la prospection, aller voir des clients, trouver des missions, etc. Mais je vous mets déjà en garde là-dessus, c'est pas facile du tout. Ok, c'est pas facile du tout. Donc, moi, je vous redirigerai vers de la prospection ESN pour commencer. Et là, c'est pareil, le but c'est de quoi? C'est d'arriver le plus vite possible en entretien au téléphone ou en visio pour commencer à faire un peu de la vente. Alors, la vente, c'est un terme qui fait un peu peur, qui est un peu galvaudé, mais dans ce cas-là, c'est pas très compliqué parce que c'est un process qui est, comme je l'ai dit, très cadré. Donc, c'est toujours pareil, toujours les mêmes leviers, toujours les mêmes choses. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de se casser trop la tête. Il faut comprendre les différents process, évidemment. Ça tombe pas du ciel. Mais une fois que vous avez compris comment ça marche, ça se fait plutôt bien. Donc entretien, là il vous faut du coup tout ce qui va être script, entraînement technique pour les tests techniques, entraînement oral pour tout ce qui est éloquence, être convaincant à l'oral, etc. Et une fois que vous avez passé ça, on passe aussi à la partie intramission qui est enfin, quasiment tout le temps ignorée, alors que c'est un levier énorme pour avoir des missions qui vont durer plus longtemps, encore plus longtemps, et avoir un TGM qui peut aussi augmenter potentiellement avec le temps. Donc voilà pour le process global pour les missions de type salariat déguisé. Je répète, hein, c'est assez péjoratif, mais c'est les missions où vous allez être chez des clients, grands comptes, et où vous allez du coup faire des missions classiques, hein, comme vous aurez pu le faire en CDI, mais vous allez être payé 3 fois plus, quoi. D'ailleurs, pour préciser, je vais peut-être pas commencer par ça, mais ça, en gros, ça va être des missions du style développeur Java pour un grand compte, pour Airbus, voilà, dans une équipe existante. Ça va être, je sais pas, un expert DevOps qui va rejoindre un projet qui vient de se lancer sur 2 ans chez telle entreprise dans l'industrie, enfin peu importe. C'est des métiers où vous allez être plutôt là à vendre une expertise brute et pas une offre à part entière. Et du coup, on y vient, c'est l'autre approche, la fameuse approche full remote à Bali, en mode MacBook sur un transat à la plage. Là aussi, il y a du vrai, il y a du faux. On va essayer de faire un peu le même travail. Je vais vous expliquer comment ça marche et pour qui c'est fait. Alors cette approche-là, je l'appelle aussi de façon assez taquine le full remote à Bali parce que beaucoup de gens vont vous vendre ça comme étant la solution pour avoir la vie de rêve, être en remote à la plage, etc., bosser 1 heure par jour, etc. Peu de gens vont vous montrer la réalité qui est que très souvent ceux qui font ça, ils sont comme moi dans leur salon en train de bosser sur leur bureau chez eux en France, juste ils sont en remote dans leur chambre, quoi. Ou dans leur bureau, il n'y a pas de problème à ça. C'est pas que fait pour ceux qui veulent être à Bali et bosser depuis la plage, quoi. D'ailleurs, bosser à la plage, c'est un peu de la merde. Je sais pas si vous avez essayé, mais c'est vraiment de la merde, quoi. Je sais pas donc quand vous bossez, pour faire ça parce qu'il n'y a aucun moyen d'être productif là-dedans, quoi. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet. En gros, c'est quoi cette approche-là? Pour faire simple, c'est l'approche où vous allez créer votre offre. Pour faire simple. Créer votre offre, ça va être quoi? Ça va être, contrairement à l'approche qu'on vient de voir là, où vous allez vendre une expertise qui va être assez brute, du style expertise sur Java et faire du dev Java, ou expertise sur du Python et faire du dev Python, ou peu importe, un machine learning, ce que vous voulez. Là, vous allez plutôt réfléchir sous forme de package. C'est pas seulement expertise en Python, mais ça va être un service associé, peut-être aussi un livrable associé, ça va être des garanties, ça va être une façon de délivrer qui est particulière, pas forcément payé au temps passé, mais ça peut être payé avec la valeur perçue de l'offre pour le client. En fait, c'est une approche qui est assez différente. Une approche où vous allez vraiment devoir prendre le contrôle de tout
Il n'y aura plus autant de process qu'avant. Vous allez devoir un peu créer votre propre process pour la création de l'offre, pour l'acquisition, pour la vente. Mais ça a du coup beaucoup d'avantages. Et c'est ça qu'on va voir. Premier avantage, c'est contrôle total. Parce que là, quand vous avez votre propre offre, votre propre marché que vous pouvez cibler, vous pouvez beaucoup plus facilement, et en tout cas si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème, vous pouvez imposer vos conditions, comme le full remote et l'asynchrone, qui sont les deux trucs en général qu'on recherche. L'autre point qu'on va revoir après, c'est qu'il y a un potentiel qui est énorme. Comme vous vendez une offre qui n'est pas forcément basée sur le temps passé à délivrer le service, il n'y a pas de plafond de verre. Alors que dans l'autre approche qu'on a vue, il y a un plafond de verre. Alors, il est assez élevé. Pour beaucoup, c'est largement suffisant. Mais sachez qu'avec une approche classique comme ça, en mode régie, vous pouvez difficilement aller dépasser les 12, 13 000, 14 000 euros par mois à l'année, quoi. C'est énorme, hein, c'est qu'on soit bien clair. Mais vous ne pourrez pas aller plus haut. Et ça peut être un problème pour certains. Avec cette approche-là, il n'y a pas de limite. Vous avez une offre, elle est baquée sur une valeur perçue et pas sur un temps passé. Donc, si vous êtes très bon, vous pouvez très bien avoir un taux journalier effectif qui est très élevé. Et ça, c'est ce que certains vont rechercher. Donc, avantage financier, potentiel, attention, c'est pas automatique, il est potentiel, très élevé. Mais avantage principal selon moi, et qui est censé être le cas dans tous les cas, c'est l'aspect contrôle, ce qui fait qu'on peut avoir un full remote et de la synchrone plus facilement. Encore une fois, le contrôle, c'est l'avantage, mais c'est aussi l'inconvénient. Le problème de cette approche-là, c'est que vous allez très souvent avoir des petites missions, parce que ce contrôle total, il est dur à gérer pour un débutant. Et un débutant va difficilement avoir des missions qui vont être sur des gros tarifs, sur du long terme. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on va plutôt enchaîner des petits clients, des petites missions, et avoir des revenus qui vont avoir beaucoup de variance. Ce qui peut être un problème ou pas selon ce qu'on cherche dans la vie, mais il faut en être conscient de ça. C'est pas automatique qu'on va arriver à faire des missions directement avec des tickets à 10 000 euros par mission et enchaîner ça toutes les 2 semaines, quoi. C'est d'ailleurs rarement le cas, hein. Très rarement, très souvent ceux qui font ça galèrent à dépasser 2 000 euros par mois. Et je suis très gentil, je suis très très gentil même. L'autre inconvénient, c'est que pour faire ça, et encore une fois c'est lié au contrôle total de l'approche, c'est qu'il vous faut des nouveaux skills. Comme il n'y a pas le cadre que pose l'écosystème de SN, les process des grands comptes, là c'est un peu freestyle. Ce qui fait qu'il vous faut des nouveaux skills comme les bases du marketing et les bases de la vente. Alors rassurez-vous pour ceux qui veulent un peu faire cette approche-là, on verra les profils qui sont ciblés par rapport à ça. Les bases suffisent, heureusement. Aujourd'hui dans la tech, l'analyse que je fais depuis très longtemps, depuis même que je suis étudiant, c'est que à la fois on est très bon dans la technique, mais on est extrêmement nul dans tout le reste. Donc tout ce qui est marketing, vente, etc. Mais du coup, c'est le cas pour vous, mais aussi pour vos concurrents. Donc si vous avez juste les bases en marketing et en vente, c'est largement suffisant pour s'en sortir. Alors que pour d'autres marchés, il y a plein de marchés où les gens ont tous les bases en marketing et en vente. Et là, c'est plus compliqué. Il faut être à la fois bon, faut être à la fois bon dans le skill qu'on veut vendre, le skill technique, le hard skill, mais aussi être très bon en marketing et en vente. Là, ok, c'est du nouveau, c'est de nouveaux skills à avoir, mais par rapport à vos concurrents, le niveau est très faible. Donc ça veut dire que vous avez juste à avoir les bases pour que ça suffise. Et après, vous pouvez creuser le sujet si vous voulez vraiment être très bon, quoi, ce que je vous conseille de faire, hein. Mais n'ayez pas peur non plus par rapport à ça. Ne vous dites pas, ok, c'est mort, j'ai pas envie de faire du marketing ou de la vente. Les bases suffiront largement, clairement. Donc pour récapituler, voilà, c'est un mode de fonctionnement où vous allez, c'est le classique, hein. Ceux qui vont vendre des sites web, ceux qui vont vendre, je sais pas, des offres de SEO, de ranking. Je vais prendre des marchés très larges, hein. Pas que la tech, mais le SEO, des gens, faire du consulting, j'en sais rien. Un coach sportif, il fait ça en fait. Un coach sportif, il crée son offre. Il crée son offre, il crée son package. Ok, moi c'est 5 séances de coaching, étalé sur 6 semaines, etc. C'est créer son offre en fait. Donc c'est génial quand vous arrivez à gérer ce contrôle que ça impacte, que ça impose, que vous arrivez à déployer votre potentiel. Mais c'est aussi le problème, c'est que vous allez souvent démarrer avec des petits chiffres d'affaires mensuels, ce qui est normal, ce qui n'est pas un problème au début. Et il vous faudra des nouveaux skills. Il faudra que vous sachiez vous gérer. Donc c'est le problème. On vous montre souvent la partie Bali Transat, mais en vérité, le gros problème, c'est que peu de gens ne comprennent qu'il faut apprendre le marketing et la vente. En fait, beaucoup de gens se disent, je suis expert en développement web, je vends des sites web, c'est bon, je suis freelance. Non, non. Enfin, tu peux faire ça, mais tu vas faire de la merde, quoi. Ceux qui font ça, ils vont se dire, ok, je vais me mettre sur Malte et attendre. Ça marche pas. Alors qu'il y a une façon de faire qui marche très bien, hein. Enfin, je veux dire, ce mode de fonctionnement-là, je dis pas, faut pas croire que c'est un mode qui est forcément freestyle. Vous pouvez très bien faire ça et avoir des revenus indécents, indécents. Donc, ne pensez pas que c'est forcément une approche qui est un peu freestyle, un peu compliquée. Ça peut l'être si vous comprenez pas ça justement, mais si vous avez compris ça et que vous êtes conscient de tout ça, ça peut être justement un très très gros tremplin. Alors pour qui ça peut être un gros tremplin justement? Ça peut l'être pour plein de profils très différents cette fois-ci. Par exemple, pour ceux qui veulent commencer le freelancing en parallèle de leur activité. Parce que comme on l'a vu, l'avantage de cette approche-là, c'est qu'elle est très, on est très libre.
On peut travailler à distance, en asynchrone. Donc pour ceux qui veulent commencer le freelancing, on va dire sans prendre trop de risques et on va dire sans trop s'engager, en ayant peut-être un CDI à côté, une formation, une alternance ou quoi, ça peut se faire en parallèle. Donc ça c'est l'idéal. Vous pouvez commencer à créer à créer votre offre, faire des petites missions et potentiellement à terme vous lancer en full time. Hein. Bien sûr, c'est pas forcément fait que pour ceux qui veulent faire ça en temps partiel, mais vous pouvez faire ça en temps partiel. Et c'est ce que je vais recommander à ceux qui sont peut-être très juniors ou ceux qui veulent vraiment tester le freelancing, voir si ça leur convient. Commencez en temps partiel avec des petites missions que vous ferez le soir et le week-end. Ce sera déjà suffisant. Ensuite, c'est aussi fait pour ceux qui mettent la liberté en critère principal. Il y en a plein d'entre vous, quand je vous en appelle ou quoi, ou par DM, Twitter ou quoi, vous me dites que votre critère numéro un, c'est le remote et, je sais pas, l'asynchrone. Dans ce cas-là, c'est tout vu. Il n'y a même pas de réflexion. Il faut que vous fassiez ça. Si vous voulez la liberté, c'est la meilleure approche, c'est celle-là en fait. Vous ne pouvez pas espérer avoir la liberté totale en faisant ça. Encore une fois, c'est pas impossible, mais vous partez dans un marché qui est trop compliqué pour vous si vous cherchez la liberté ici. Vous pourrez l'avoir, mais ça va être compliqué. Là, vous l'avez quasiment par défaut. Donc si pour vous, le freelancing, c'est un moyen de gagner en liberté, que ce soit par rapport à la liberté géographique avec le full remote, temporelle par rapport à la synchrone, aussi par rapport au fait de choisir ses clients très finement, choisir ce que vous voulez vendre précisément et avec les process que vous voulez, franchement, faites ça, réfléchissez même pas. Autre profil, ceux qui sont très ambitieux et qu'ils ne veulent pas avoir un plafond de verre. Ceux qui veulent que s'ils bossent très très bien et avec un très gros volume, que leurs efforts soient récompensés vraiment jusqu'au to the moon, quoi. Dans ce cas-là, c'est pareil. Moi, je vous redirigerai vers cette approche-là parce que pour ceux qui sont très motivés, qui ont beaucoup de temps et qui ont beaucoup d'énergie, qui sont très chauds, bah, c'est génial ça parce que ceux qui font ça et qui le font bien, ils vont aller très vite avoir des très gros TJ, avoir des très grosses missions, dépasser les 10K par mois assez facilement. Donc clairement, il faut se lancer là-dessus, quoi. C'est aussi très bien pour ceux qui ont déjà les bases en marketing et en vente. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un point qui est important, qu'il vous faudra travailler. Et si vous les avez déjà, c'est génial. Vous allez gagner beaucoup de temps. Vous avez juste à travailler sur le reste, ce qui est la création de votre offre et gérer vos clients et peut-être commencer à avoir des petites missions, après commencer à avoir des plus grosses missions. Mais vous aurez déjà un très très bon point de départ, ce qui peut être pour moi un signal que je vais vous rediriger vers ça. Et pareil, ça peut être aussi pour ceux qui ne rentrent pas dans les cases des entreprises classiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Hein. Par exemple, ceux qui n'ont pas de diplôme, ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ceux qui sont, je sais pas, en reconversion, peu importe, qui ont un diplôme qui n'est pas reconnu. Tous ces profils-là, en fait, voilà, pas d'XP, etc. Des profils qui vont beaucoup galérer à passer les filtrages arbitraires que j'ai abordés précédemment. Pour eux, c'est plutôt par contrainte que je vais les rediriger vers cette approche-là. Parce que malheureusement, ils ne vont pas avoir le choix. Il faudra commencer peut-être à se former, à prendre un CDI et à commencer en parallèle du CDI pour faire ça en full time. Mais ça va être très compliqué de commencer par du freelancing en mode salariat déguisé, comme ça, si vraiment vous avez tout qui est contre vous. Pas de diplôme, pas d'expérience, etc. Encore une fois, c'est pas impossible. Il y a même des gens que j'accompagnais qui ont réussi à trouver des missions en régie en n'ayant pas de diplôme, pas d'expérience. Mais je vous redirigerai pas vers ça comme ça, quoi. À part si c'est moi qui vous accompagne là-dedans et que j'ai vu votre profil et que j'ai vu votre potentiel, jamais de la vie je vous redirigerai vers un mode de fonctionnement classique en régie grand compte si vous n'avez pas les critères des grandes entreprises qui font de la régie pour les grands comptes, quoi. Donc voilà un peu le résumé que je pourrais faire. En termes de process, pour enchaîner rapidement sans transition, c'est très très similaire, hein, comme vous le voyez. Très similaire, sauf qu'il y a 2 points qui vont changer. 3 points qui vont changer. La partie offre, acquisition et closing. On n'est plus limité à faire juste un petit CV optimisé. Là, il faut créer une offre. Et une offre, ça fait peur à beaucoup de gens. C'est vrai que c'est nouveau pour beaucoup de gens. C'est un truc qu'il faut apprendre. Ça peut être déroutant, mais c'est pas pour autant absolument insurmontable, hein, clairement. Enfin, faut pas avoir peur de ça. Mais c'est différent. C'est différent. C'est plus juste, on se fait un petit CV, on l'envoie à des recruteurs, on a une mission. Là, il faut créer son offre. Il faut réfléchir un petit peu. Il faut faire aussi un peu plus d'analyse de marché. Et après ça, l'acquisition aussi va être différente parce qu'on ne va pas se limiter à un type de client en particulier avec une approche particulière qui va être le cas en régie grand compte. On va vraiment se limiter aux ESN. Là, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être de la création de contenu sur Twitter, ça peut être faire des vidéos YouTube comme ce que je fais là, ça peut être de la prospection par mail, ça peut être de la prospection physique, vous allez toquer à la porte des gens. Il n'y a pas de limite en fait, ça dépendra vraiment de votre offre et de votre marché. Donc, là aussi, on a un peu un niveau de complexité en plus, mais c'est pareil, il ne faut pas non plus en avoir peur, c'est normal, et si vous êtes prêt à faire ce sacrifice-là, vous allez avoir des résultats sans aucun problème, quoi. Et le closing, encore une fois, c'est pareil, on prend encore un cran au-dessus par rapport à la régie grand compte. La régie grand compte, c'est entretien
avec des entreprises, assez quadrillées, c'est toujours à peu près pareil. Là, c'est vous qui décidez. Si vous voulez, vous pouvez faire un process de vente qui va se faire que par WhatsApp. Vous pouvez faire un process de vente qui se fait en 5 appels de 3 heures chacun. C'est vous qui décidez. Donc là encore, il faut prendre un peu ses responsabilités et il y a plus de liberté à prendre. Donc c'est aussi pour vous un levier, hein, parce que ça peut être pris comme un aspect négatif, mais c'est aussi un point positif. Ça veut dire que si vous êtes bon en vente, vous pouvez réussir à avoir un taux de conversion qui est énorme et avoir un très beau score en appel de vente, quoi, par exemple. Donc c'est aussi une force si vous arrivez à l'exploiter. Et après, intra-mission assez similaire, hein, comme pour la régie grand compte, comprendre ce qui se passe chez votre client, aller proposer des offres qu'on appelle des offres back-end, offres où vous allez pouvoir vendre encore plus cher, un service sur du plus long terme, pour aller rentabiliser encore plus votre première offre que vous avez vendue avec votre client. Et encore une fois, toujours pareil, les boucles de rétroaction avec le feedback. Donc ça, c'est pas vraiment le sujet, mais vous avez compris un peu l'idée. Donc voilà un peu l'idée générale entre les deux approches. Maintenant, on va faire un peu le récap. Comment choisir quoi entre les deux en étant vraiment très synthétique avant d'enchaîner là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent se faire accompagner, qui veulent savoir comment ça marche, qui veulent voir comment je pourrais les aider à faire du freelancing, que ce soit avec l'approche classique en régie grand compte, comme par exemple Gilles que j'ai sous les yeux là, qui a trouvé sa mission récemment avec un assez bon TGM, etc., avec du quasi full remote, ou Akram qui a trouvé récemment aussi là, qui a commencé pour BPCE. Donc, ou que vous voulez faire aussi des missions classiques, enfin justement pas classiques, des missions plutôt en mode offre. Dans tous les cas, réservez un appel avec moi, on va en discuter, je vais vous expliquer comment ça marche, je vais vous expliquer selon votre profil vers quoi il faudrait aller, si c'est pas assez clair avec la vidéo, et on verra si il y a moyen que ce que je propose soit pertinent pour vous. Si c'est pas le cas, je vous le dirai aussi. Moi, je suis très transparent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou par rapport à tout ça. Si vous avez un profil qui n'est pas du tout fait pour le freelancing, je vous le dirai cash tout de suite. Si à l'inverse, vous avez un profil qui est excellent et qui pourrait bien profiter de l'offre que je propose avec l'accompagnement, je vous expliquerai ça aussi. Dans tous les cas, il n'y aura aucun forcing à quoi que ce soit. Vous aurez tous les éléments, vous aurez votre roadmap pour vous lancer de votre côté tout seul. Et si vous voulez que je vous accompagne, je vous expliquerai comment ça marche. Dans tous les cas, l'appel il est gratuit, comme je vous le dis à chaque fois. Il n'engage absolument rien. Je vais être là pour vous aider en priorité. Et si vous voulez qu'on bosse ensemble, on verra comment on peut avancer ensemble. Et je vous mets aussi quelques témoignages si vous voulez voir. Bon, il y en a sur le site, mais donc vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. Voilà pour la petite aparté rapide. Donc pour finir par rapport à tout ça, donc comment faire son choix? Très simple. Moi, j'ai les 5-6 points que je garde à peu près en tête, que j'applique en appel. Premier point, comme on l'a vu, si le full remote, c'est une priorité absolue. Pas de débat, faites l'approche type offre. Si la sécurité est la priorité et que vous avez de l'XP, là, faites de la régie grand compte. Premier choix. Si la sécurité est la priorité et que vous n'avez pas d'XP, là, je vais vous dire, restez en CDI ou prenez un CDI ou faites une formation ou continuez votre formation et faites l'approche offre en parallèle. Ok? N'essayez pas de vous précipiter à faire un truc qui est trop engageant pour vous, qui est trop risqué. Il y a une solution, hein. C'est pas que le freelancing la solution. Des fois, vous pouvez commencer aussi à temps partiel. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et vous pourrez vous lancer full-time plus tard. Si l'argent est la priorité et que vous êtes très motivé, moi je vous dirais offre ou régie dans les deux cas, il n'y a pas de souci. Si vous êtes très motivé, vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de problème. Si l'argent est la priorité et que vous avez de l'XP, moi je vous dirais faire de la régie. Parce que, pourquoi? Vous allez pouvoir à minima faire du cash et le mettre de côté. Et après, si vous êtes vraiment motivé et que vous voulez aller chercher des plus gros montants, vous pourrez passer sur l'approche offre. Mais au moins, là vous avez, on va dire, un accès pas facile, mais accessible à du cash assez abondamment, quoi. Donc profitez-en. Et pour finir, ceux qui ont vraiment pas de diplôme, pas d'XP, c'est vraiment des gens qui sont très juniors, alternants. Bon, en général, ces gens-là, je leur explique par message que c'est très compliqué. Mais si jamais il y en a qui sont très motivés, et c'est le cas, j'en ai eu des gens très très motivés que j'accompagne actuellement, on part sur l'offre. On part sur une approche plutôt offre. Et ça marche très bien, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible de s'en sortir sans diplôme et sans expérience. Mais il faut être conscient que c'est pas adapté à toutes les approches. Donc si vous arrivez à me voir en me disant voilà, j'ai pas de diplôme, pas d'expérience, moi je vous dirai, je vous aiderai pas à trouver une mission chez Airbus long terme. Ça sert à rien de m'appeler pour ça, quoi. Dans tous les cas, je vous le dirai directement, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Mais ne croyez pas que la vie c'est magique et qu'on peut toujours trouver une solution à tout, quoi. Il y a des solutions, mais il faut être conscient de ce que ça va impliquer comme contrainte pour vous, quoi. Donc voilà un peu les critères généraux que je garde à peu près en tête quand j'ai quelqu'un en appel et qu'il est dans une situation particulière, quoi. Donc faites un screenshot si vous voulez, faites pause, relisez bien ça, comme ça vous gagnez du temps. Dans tous les cas, si vous prenez un appel avec moi, je vous poserai des questions pour voir un peu dans quelle situation vous êtes et je vous redirigerai vers l'approche la plus évidente le plus vite possible, quoi. C'est aussi le principe de l'appel, c'est que je puisse savoir ça en fait. Donc là, moi, c'est un moyen de gagner du temps en faire cette vidéo. C'est comme ça, les gens, ils sauront ça avant de m'avoir un appel. Le plan, pour finir, la roadmap que je conseille aux gens en général, qui est tout le temps à peu près pertinente, c'est celle-ci.
Ça va être d'avoir un CDI potentiellement et de rester en CDI pour prendre de l'expérience, ou alors de prendre une mission, comme je l'ai dit, en régie, pour les cas de figure où c'est le plus pertinent, donc ceux qui veulent de l'argent et qui ont de l'expérience, ceux qui veulent de la sécurité en général et qui ont de l'expérience. Eux, je vais leur dire, allez, fais une mission en régie, t'inquiète pas, tu auras argent, sécurité, contraintes. Peut-être que tu auras un peu moins d'argent si tu es en CDI, mais tu auras quand même de l'argent qui rentre. Ensuite, tu vas pouvoir passer en mode offre à temps partiel, où tu vas pouvoir commencer à te diversifier un petit peu, commencer à mettre un peu un pied là-dedans, comprendre un peu les process plus avancés, plus custom par rapport à ce que tu veux vendre. Là, c'est un peu la partie bâtarde où c'est l'entre-deux, mais ce serait une transition parfaite pour arriver jusqu'au full-time. Full-time en mode offre, où là, il y aura à la fois l'argent, la sécurité et la liberté. Et là, on entre vraiment dans le cadre qu'on vous vend à chaque fois dans le freelancing, où c'est vraiment la liberté, on court partout, tout nu, tout le monde est heureux, etc. En réalité, c'est très compliqué d'arriver à ce niveau-là tout de suite. Donc très souvent, moi, je vais conseiller de commencer tranquillement par une mission en régie, faire du cash. Pour ceux qui peuvent, il y en a qui ne pourront pas commencer par ça directement, il y en a qui vont commencer au step numéro 2 ici. Mais commencer par un truc qui est safe, prendre de l'argent, être sécurisé, avec éventuellement les contraintes que ça implique, et il faut en être conscient et pas s'en offusquer, c'est comme ça. Passer par un mode en prêt temps partiel, ou commencer par ça pour ceux qui sont peut-être encore étudiants, ceux qui sont peut-être trop juniors, voilà, tous ces profils-là. Et en comprenant comment ça marche, en essayant de tester un peu son offre, comprendre un peu les différents leviers de marketing et de vente, avoir un peu cette aisance qui fait qu'on va pouvoir arriver à un moment où on pourra passer full time. On aura assez de clients, assez de confiance, on aura compris comment ça marche, un peu plus de cash aussi pour assumer le futur, et on pourra passer en full time. Comprenez que le freelancing, c'est pas que ça. S'il y a un truc à retenir, c'est que le freelancing, c'est pas que ça. C'est pas que le freelance qui est à Bali, en full remote, qui bosse tranquillement, qui fait des milliers d'euros facilement, etc. Ça existe, mais il y a un chemin pour y arriver, il y a des contraintes pour y arriver, et c'est pas adapté à tout le monde. Il y en a plein, la majorité, je pense d'ailleurs, qui sont plus adaptés à cette approche-là, en fait. L'approche où vous allez juste faire du cash avec des grands comptes sur des missions longues, vous réfléchissez pas. Ok, on vous dira, ah, t'es pas un vrai freelance, t'es pas stylé comme nous, regarde, moi je gagne 500 euros par mois et je suis à Bali, je suis au Vietnam, je suis vraiment plus stylé que toi. Mec, va te faire foutre en fait. En fait, on en a rien à foutre de qui est plus stylé que qui. Toi, t'es là, tu fais 7 000 euros par mois, 8 000 euros par mois, minimum. Tout va bien. T'as une famille à gérer. T'as d'autres problèmes que ces mecs-là qui sont en full remote. Donc, c'est pas un problème, ok? Pour ceux que ça peut retenir, hein, parce que je sais qu'il y en a qui s'en foutent, hein, qui sont pas du tout dans cette optique-là, mais pour ceux que ça pourrait retenir, qui pourraient se dire, ouais, moi je veux être un vrai freelance, j'ai pas envie d'être pas stylé comme ces mecs-là qui sont juste salariés déguisés. On s'en fout, les gars. Soyez un salarié déguisé fier, gagnez plein d'argent, mettez de l'argent de côté, faites des projets, investissez, lancez-vous dans du forfait après, faites des offres à côté si vous voulez, mais ne croyez pas qu'il n'y a qu'une seule vision du freelancing qui est celle-là, parce que c'est faux. Et inversement, parce que c'est rare, mais ça arrive aussi, pour ceux qui pensent que le freelancing c'est que ça, c'est que faire des missions grand compte chez des clients où c'est très contraignant sur du long terme, et qui peuvent se dire ouais, moi je vais être libre, euh, on peut tout à fait être libre, hein. Vous pouvez très bien faire une offre comme ça, mais encore une fois, il faut être conscient de ce que ça va impliquer pour vous. Et si vous êtes conscient de tout ça, il n'y aura aucun problème. Vous pourrez vous lancer, on va dire, sans frustration, en sachant qu'est-ce qui va être difficile, en sachant à quoi vous attendre, et tout le monde sera content, quoi. Ok. Donc ceux qui veulent vraiment avoir du remote, il y en a plein avec qui je travaille, hein, qui sont, je sais pas, dans plein de marchés Asie, je sais pas, Amérique du Sud, etc. Enfin, des gens qui sont vraiment dans une optique de voyager, d'être à l'étranger, etc., vivre une vie vraiment de liberté. Il n'y a aucun souci avec ça. Et pour ces gens-là, cette approche-là, elle est évidemment idéale. Évidemment. Donc, il n'y a pas d'approche miracle, il n'y a pas de solution miracle. Chacun a ses contraintes, chacun a ses objectifs, chacun a ses. Aussi, ça dépend aussi de la période, hein. Il y a des moments où on va vouloir commencer par ça, puis migrer par ça. Moi, c'était mon cas, j'ai commencé par du salariat déguisé, entre guillemets, pour migrer petit à petit vers du forfait, enfin de la création d'offres. Et actuellement, c'est ce qui me convient le mieux. Mais quand je me suis lancé, ce qui me valait, c'était ça en fait. Et je savais pas. Et d'ailleurs, quand je me suis lancé au tout début, comme j'avais cette vision et que tout le monde disait que le freelance c'était ça, ben, je me suis dit, je vais faire comme ça. Sauf que grave erreur. Et j'ai eu des missions, hein. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Je suis très content parce que j'ai quand même des bons résultats vu mon niveau à l'époque. Mais clairement, c'était pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Moi, vu ce que je cherchais, il aurait fallu que je fasse ça tout de suite en fait. Des missions pour des grands comptes, je fais un max de cash, je réfléchis pas. Enfin, je réfléchis pas. Je fais des missions tranquilles, je fais du cash et après on réfléchit quoi. Parce que moi, j'étais plutôt quelqu'un qui voulait minimiser les risques, qui était aussi frustré par rapport au fait que je ne me sentais pas rémunéré à ma juste valeur. Voilà. Donc, c'est ça qu'il fallait que je fasse. J'espère que cette vidéo, même si je pars un peu dans tous les sens, vous aura un peu éclairé par rapport à ça. Donc, vous saurez maintenant vers quoi vous diriger selon votre profil. Si ce n'est pas le cas, mettez un commentaire et j'essaierai de vous répondre par rapport à votre situation. Et pour ceux qui ont vraiment des situations qui sont très particulières ou qui veulent vraiment avoir mon avis perso, vous pouvez
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prendre un appel avec moi. Comment ça marche? En fait, vous allez réserver un appel. Moi, je vais prendre contact avec vous sur WhatsApp pour discuter un peu avec vous avant l'appel, voir si c'est pertinent, vous dire clairement s'il y a un intérêt ou pas qu'on fasse l'appel. Si c'est pas le cas, je vous le dirai direct. Si c'est intéressant, je vous le dirai aussi direct. Et comme ça, vous pourrez m'expliquer votre situation. Je vous expliquerai ce que je peux vous aider à faire. Et comme je vous ai dit, hein, ça n'engagera absolument rien. L'appel, je vais vous aider à vous débloquer si vous avez déjà commencé. Je vais vous aider à faire une roadmap pour ceux qui n'ont pas commencé. Et si c'est pertinent pour vous, je vous présenterai l'accompagnement. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas, prenez l'appel. C'est en description, c'est en commentaire épinglé. On verra si c'est pertinent pour vous. Si c'est le cas, je vous expliquerai tout ce qu'il y a à savoir. Et à minima, vous aurez une roadmap pour la suite. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix sur l'approche qu'il faut choisir. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le freelancing. Allez, ciao.